Quelques jours avant mon anniversaire, je savais pertinemment que ma sœur allait inventer un stratagème pour que mes parents annulent tout. C'était devenu une habitude, un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Alors, quand ils sont partis pour elle une fois de plus, je suis parti pour de bon. Je rentrais chez moi après une journée de 8 heures dans un magasin de bricolage à Lyon, tenant un gâteau au chocolat acheté dans le rayon pâtisserie d'un supermarché. Il m'avait coûté 6 euros. L'inscription « Joyeux anniversaire » en glaçage bleu commençait déjà à couler à cause de la chaleur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Mes parents, Patricia et Denis, étaient assis dans le salon avec ma sœur, Camille, comme s'ils préparaient une intervention psychologique. Dès que je suis entré, ma mère a levé les yeux avec cette expression bien particulière, pas vraiment de la pitié, plutôt une déception travaillée, et elle m'a annoncé la nouvelle. Lucas, nous avons décidé qu'il n'y aura pas de fête d'anniversaire cette année. Camille se sent délaissée ces derniers temps et a besoin de toute l'attention de la famille en ce moment. Tu comprends? Ce n'était pas une question, mais un constat, comme si mes sentiments sur la question n'étaient qu'un bruit de fond insignifiant. Camille était assise sur le canapé en cuir usé, l'air tout à fait accablé, des larmes artificielles pointant déjà au bord de ses yeux. C'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt dans mon cerveau. Ce n'était pas juste un épisode de plus où je devenais invisible dans ma propre famille. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder une vie entière passée à être effacée. J'ai posé le gâteau sur la table basse sans un mot, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai commencé à emballer tout ce que je possédais. Le poids étouffant de cet instant prenait tout son sens quand je repensais à mes 20 dernières années. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer la dynamique familiale qui a mené à ce désastre. Camille a 2 ans de moins que moi. À 8 ans, elle a gagné un concours de beauté régional, l'un de ces petits concours dont les parents désespérés se persuadent qu'ils ont de l'importance. Je me souviens très bien de ce jour, car c'était la dernière fois que mes parents m'ont regardé avec une véritable fierté. Juste avant qu'ils ne remettent à Camille ce trophée en plastique bon marché, tout a basculé. À partir de ce moment-là, chaque événement familial, chaque euro économisé, chaque once d'attention parentale a été redirigé vers les concours incessants de Camille, ses cours de danse, ses leçons de chant et ses coachs de théâtre. La maison s'est transformée en sanctuaire pour ses talents médiocres. Mes bulletins scolaires remplis de mentions obtenaient un bref signe de tête, tandis que ces rubans de participation étaient encadrés et accrochés sur chaque mur disponible. Quand j'ai été sélectionné pour les Olympiades de physique avec un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, mon accomplissement a disparu sous l'effervescence du prochain concours de Camille. J'ai appris à célébrer mes victoires seul dans ma chambre pendant que le salon devenait la scène personnelle de Camille. Papa a commencé à faire des heures supplémentaires à l'usine pour payer les robes coûteuses et les frais de déplacement de Camille. Il rentrait le soir épuisé, dînait en silence, puis passait des heures à regarder Camille répéter ses chorégraphies. Je l'ai vu vieillir de 10 ans en seulement 3 ans, les épaules définitivement affaissées sous le poids de la pression financière et de l'épuisement émotionnel. La seule personne qui voyait clair dans cette folie était mon grand-père, Walter, le père de mon père, qui vivait à l'autre bout de la ville. La famille parlait rarement de Walter car il avait eu un vieux conflit avec ma mère, lui reprochant de ne pas financer les rêves de starlette de Camille. Un homme intelligent. Mais Walter me retrouvait en secret à la bibliothèque ou au parc, m'apportant des sandwichs et m'écoutant vraiment quand je parlais de mes cours, de mon job étudiant au magasin de bricolage ou de mes projets pour l'université. C'est lui qui a célébré mon admission en faculté de sciences avec une bourse partielle. Il a même ouvert un petit compte épargne pour mes études sans rien dire à personne, y déposant de l'argent chaque fois qu'il pouvait. Ce qui a rendu cette soirée d'anniversaire encore pire, c'est ce que j'avais surpris 3 heures plus tôt. J'étais rentré plus tôt de mon service et j'avais entendu Camille au téléphone dans sa chambre. Sa porte était entr'ouverte et sa voix avait cette douceur feinte qu'elle prenait quand elle inventait des mensonges à ses amis. Ouais, j'ai déjà dit à maman que j'avais besoin d'une attention particulière en ce moment, disait Camille en gloussant. Je veux dire, l'anniversaire de Lucas est demain, mais qui s'en soucie? J'ai dit que je me sentais vraiment déprimé et ignoré. Maman a tout gobé. Elle va lui annoncer ce soir qu'on ne fête rien parce que j'ai besoin de soutien. Je suis resté pétrifié dans le couloir alors qu'elle continuait, le mieux, c'est que personne ne sait que j'ai été renvoyé de la fac il y a 3 semaines. La lettre de renvoi va arriver d'un jour à l'autre. Mais d'ici là, je leur aurais fait croire que j'ai arrêté à cause du stress, parce que la famille se concentre sur Lucas au lieu de moi. Vous croyez qu'il habite encore ici à 23 ans? Quel loser. Elle a ri,
ce petit son cruel que j'avais entendu 1000 fois auparavant. J'ai déjà convaincu maman qu'on doit passer l'anniversaire de Lucas à parler de mes sentiments et de mon avenir. Quand la lettre arrivera, ils seront tellement inquiets pour ma santé mentale qu'ils ne se soucieront même pas des 40 000 € qu'ils ont gaspillés dans mes frais de scolarité. 40 000 €. Ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour mes études parce que l'argent était un problème. Mais ils avaient dépensé 40 000 € pour les études de Camille qu'elle venait de gâcher. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là, quelque chose qui se fissurait depuis des années et qui a fini par voler en éclats. Alors, quand je suis entré 3 heures plus tard avec ce gâteau pathétique et que je les ai vus tous assis là, prêts à annuler mon anniversaire pour la crise inventée de Camille, je savais exactement ce qui se passait. Camille avait orchestré toute cette mise en scène pour détourner l'attention de son échec universitaire. Elle utilisait mon anniversaire comme distraction, se faisant passer pour la victime avant que la vérité n'éclate. Maman s'est penchée en avant sur le canapé, les mains jointes avec cette posture étudiée qu'elle adoptait quand elle délivrait ce qu'elle prenait pour de la sagesse maternelle. Lucas, tu dois comprendre que Camille traverse une période très difficile. Elle a l'impression que la famille ne l'apprécie pas assez, et nous devons lui montrer quelle est notre priorité. Ton anniversaire revient chaque année, mais l'équilibre émotionnel de Camille est fragile. Nous devons nous serrer les coudes en tant que famille et la soutenir. Cela signifie pas de fête, pas de gâteau, pas de cadeau. Nous allons passer la soirée à parler des sentiments de Camille et de la façon dont nous pouvons mieux soutenir ses rêves. J'ai regardé papa, espérant un signe de résistance, une lueur de conscience que tout cela était injuste. Mais Denis s'est contenté de regarder ses mains, vaincu comme toujours. Il avait arrêté de se battre il y a des années, choisissant la survie plutôt que la confrontation. Camille a enfin pris la parole, sa voix tremblant d'une émotion feinte, « Je suis désolé, Lucas. Je sais que c'est dur pour toi, mais je me sens tellement invisible parfois, comme si personne ne voyait à quel point je souffre. J'ai besoin de savoir que cette famille tient à moi, que je ne suis pas juste oublié. » Oublié. Elle a vraiment utilisé ce mot. La fille dont le visage couvrait tous les murs, dont les trophées remplissaient toutes les étagères, dont les besoins déterminaient chaque décision familiale. Elle se sentait oubliée. Pendant ce temps, je dormais dans la même petite chambre depuis mes 5 ans parce que Camille avait besoin de la plus grande pour ses costumes de concours. Je portais les 3 mêmes jeans depuis 2 ans parce que Camille avait besoin de nouvelles tenues pour ses photos Instagram. J'avais été si bien oublié que la plupart des membres de la famille élargie ne savaient même pas ce que j'étudiais à la fac. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas d'annonce, pas de confrontation dramatique, pas de supplication pour une reconnaissance. J'ai simplement posé ce triste petit gâteau sur la table, je les ai regardés chacun une dernière fois, et je suis allé dans ma chambre. Ils pensaient probablement que j'allais bouder, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de disparaître complètement de leur vie. J'ai bougé dans ma chambre avec l'efficacité de quelqu'un qui planifiait cette évasion inconsciemment depuis des années. Chaque tiroir a été vidé. Chaque document important rassemblé. Chaque vêtement auquel je tenais a été plié dans 2 grands sacs de voyage et un sac à dos. La pièce semblait étrange alors que j'emballais tout, comme si elle révélait enfin ce qu'elle avait toujours été, une halle temporaire plutôt qu'un foyer. Toute ma vie tenait dans 3 sacs. C'est à cela que se résumaient 23 ans dans cette maison. 3 sacs et une lettre d'admission à l'université. J'ai entendu des pas dans le couloir vers minuit. Papa a frappé doucement à ma porte. « Lucas, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, l'air plus vieux que ses 48 ans, les épaules voûtées, les yeux fatigués. Un instant, j'ai cru qu'il avait retrouvé la raison. Peut-être allait-il enfin me défendre. Au lieu de cela, il a sorti son portefeuille et m'a tendu 5 billets de 100 € froissés. « C'est tout ce que j'ai en ce moment, » a-t-il dit doucement. « Je sais que les choses ne sont pas justes. Je sais qu'on t'a déçu, mais je ne sais plus comment arranger ça. Ta mère, Camille. Je n'ai plus la force de me battre. J'ai pris l'argent, non pas parce que je pensais que cela rendait les choses justes, mais parce que je savais que j'en aurais besoin. 500 €, c'était plus qu'il ne m'avait jamais donné pour quoi que ce soit. Le fait que cela vienne avec des excuses pour toute mon enfance rendait la chose encore plus amère. Merci, ai-je dit froidement. Où vas-tu aller? Ça a de l'importance? Il a eu l'air d'avoir reçu une gifle, mais il n'a pas protesté, a juste hoché la tête et est reparti,
les épaules encore plus affaissées qu'avant. Je suis parti à 2 heures du matin pendant que tout le monde dormait. J'ai jeté mes sacs dans ma vieille Honda Civic qui avait 300 000 km au compteur, et j'ai conduit jusqu'au seul endroit où je savais que je serais le bienvenu, la petite maison de grand-père Walter, de l'autre côté de la ville. Walter a ouvert la porte en peignoir, a jeté un coup d'œil à mes sacs et à mon visage, et s'est simplement effacé pour me laisser entrer sans poser de questions. C'est ça avec Walter. Il n'avait pas besoin d'explication. Il a compris instantanément. L'anniversaire s'est bien passé, j'imagine, a-t-il dit sèchement, en se dirigeant vers la cuisine pour préparer un chocolat chaud. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, l'annulation de la fête, les 500 € de papa. Walter a écouté sans m'interrompre, ses mains burinées serrant son mug, la mâchoire serrée comme s'il se retenait physiquement de dire ce qu'il pensait vraiment. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire, a-t-il finalement dit. La chambre d'amis est à toi. Pas de loyer, pas de conditions. Promets-moi juste que tu finiras tes études et que tu feras quelque chose de ta vie. La meilleure vengeance, c'est de réussir sa vie. J'ai promis. Cette chambre d'amis est devenue mon tremplin. J'ai travaillé à temps plein au magasin de bricolage, j'ai suivi mes cours et j'ai passé chaque moment libre à apprendre l'investissement immobilier. Walter, il s'est avéré, avait fait quelques rénovations de propriété des décennies plus tôt. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur la façon de trouver des biens sous-évalués, de faire des rénovations économiques et de maximiser les revenus locatifs. Le compte épargne qu'il avait secrètement constitué pour moi s'élevait à 8 000 €, assez pour couvrir une année de frais si je restais dans la région et que je continuais à travailler. J'ai terminé mon diplôme en 3 ans au lieu de 4 ans prenant des cours d'été. Pendant ce temps, ma famille s'est effondrée sans moi pour servir de bouc émissaire. La lettre de renvoi de la fac de Camille est arrivée 2 semaines après mon départ. Maman m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui sont passés de la colère au désespoir, puis à la culpabilité. Lucas, ta sœur a besoin de toi en ce moment. C'est une crise familiale. Comment peux-tu nous abandonner comme ça? On a besoin de faire front commun. Rappelle-moi immédiatement. J'ai supprimé chaque message sans les écouter en entier. Par Walter, qui gardait un contact minimal avec papa, j'ai appris ce qui se passait. La facture de 40 000 € était exigible. La défense de « crise de santé mentale » de Camille n'a pas tenu quand l'administration a expliqué qu'elle avait échoué à tous ses examens par simple manque d'assiduité. Maman était furieuse. Papa était résigné. Camille jouait la victime plus que jamais. D'une certaine manière, elle faisait passer son échec académique pour un manque de soutien familial émotionnel, maintenant que je n'étais plus là pour servir de tampon, de celui qui était responsable et qui faisait paraître le dysfonctionnement des autres moins grave. Ils ont été obligés de se regarder en face. Apparemment, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. J'ai obtenu mon diplôme de commerce à 24 ans, sans qu'aucun membre de ma famille ne soit présent. Walter est venu avec un petit gâteau et une carte contenant un chèque de 1 000 €. Capital d'investissement, a-t-il appelé ça. Va faire ta première affaire. Cet été-là, j'ai trouvé une propriété saisie via une vente aux enchères bancaires. Une maison de 3 chambres dans un quartier décent qui était vide depuis 8 mois. L'herbe arrivait à la taille. La peinture s'écaillait. Et l'intérieur semblait avoir été abandonné en pleine rénovation par quelqu'un à court d'argent et d'espoir. Parfait. La banque en demandait 52 000 €, mais je voyais bien qu'ils étaient pressés. Ces biens effrayaient la plupart des acheteurs qui voulaient des maisons prêtes à habiter. J'ai passé une semaine à comparer les ventes, à calculer les coûts de réparation et à monter un budget de rénovation détaillé. J'ai fait une offre à 47 000 € en m'attendant à une contre-offre. Ils ont accepté 45 000 € en 24 heures. J'ai utilisé l'investissement de Walter plus chaque centime économisé en 3 ans au magasin de bricolage comme apport. J'ai obtenu un petit prêt professionnel pour le reste, avec la propriété comme garantie. L'agent bancaire était sceptique quand je suis arrivé avec mes plans de rénovation et mes tableaux Excel, mais les chiffres étaient solides. Il a approuvé. Les 6 mois suivants furent brutaux. Je travaillais le jour, puis je filais au chantier jusqu'à minuit ou plus. J'ai arraché la moquette dégoûtante. J'ai découvert un magnifique parquet en chêne en dessous qui n'avait besoin que d'être poncé.
J'ai rebouché et peint chaque surface. J'ai remplacé les vieux luminaires par des modèles modernes achetés avec ma réduction d'employés. J'ai aménagé le jardin moi-même, passant mes week-ends à désherber et planter des arbustes. J'ai appris la plomberie en regardant des tutoriels sur YouTube et en demandant des conseils aux entrepreneurs rencontrés au magasin. J'ai compris les bases de l'électricité de la même manière. J'ai fait des erreurs, plein, mais j'ai appris de chacune. Le premier robinet que j'ai installé a fui pendant 3 jours avant que je comprenne que j'avais oublié un joint. Mais à la fin, je pouvais gérer la plupart des réparations de base de manière compétente. J'ai aussi appris les règles d'urbanisme, les inspections et le million de petits détails qui séparent les propriétaires amateurs des gestionnaires professionnels. Quand j'ai fini, l'endroit était complètement transformé. Peinture fraîche, luminaire moderne, parquet rénové, jardin paysager. L'expertise a évalué le bien à 89 000 €. J'avais essentiellement créé 44 000 € de valeur nette en 6 mois de sueur et environ 15 000 € de matériaux. Je l'ai mis en location à 1 200 € par mois. J'ai reçu 14 dossiers dès la première semaine. J'ai sélectionné un jeune couple, tous 2 enseignants, revenus stables, excellente référence, aucun signal d'alarme. Le loyer couvrait mon prêt, les taxes foncières, l'assurance et un fonds de réserve, avec environ 200 € de surplus chaque mois. Cet excédent allait directement dans l'épargne pour la propriété suivante. Mais surtout, j'avais prouvé que je pouvais le faire. Cette première propriété n'était pas qu'une question d'argent. C'était la preuve que je pouvais prendre quelque chose de cassé et le rendre précieux. Que je pouvais construire quelque chose de réel avec mes propres mains et mon intelligence. La deuxième propriété est arrivée 8 mois plus tard. Encore une saisie. Cette fois, un duplex. Même processus. Recherche, calcul, rénovation, location. À 26 ans, je possédais 3 propriétés locatives. À 28 ans, j'en avais 7 à 30 ans, je dirigeais une petite société d'investissement immobilier avec 15 propriétés générant un revenu mensuel constant. J'avais bâti quelque chose de réel à partir de rien, en utilisant cette même ténacité que ma famille détestait chez moi. Au cours de ces années, ma famille a fait des tentatives sporadiques pour me contacter. Maman appelait pendant les fêtes, laissant des messages sur la guérison des blessures familiales. Camille m'a trouvé sur les réseaux sociaux, envoyant des messages sur à quel point elle avait grandi et à quel point elle était désolée. J'ai tout ignoré. Pas par rancune, mais parce que je n'avais sincèrement rien à leur dire. Ils appartenaient à une vie que j'avais laissée derrière moi. Puis Walter est tombé malade. Cancer au stade 3. Il avait 72 ans et était têtu comme une mule, insistant sur un traitement minimal pour pouvoir mourir selon ses termes. Je suis retourné vivre chez lui pour m'occuper de lui pendant ces derniers mois. C'est là que ma famille a bougé. Maman s'est présentée chez Walter un après-midi pendant que j'étais au travail. Elle avait appris par un cousin éloigné que Walter était mourant. Elle pensait probablement que c'était sa chance de se reconnecter alors que j'étais vulnérable. Walter, ce héros, l'a accueilli sur le pas de la porte et ne l'a pas laissé entrer. « Patricia » a-t-il dit froidement. « Tu as du culot de te présenter ici après ce que tu as fait à ce garçon. »« Je suis sa mère » a-t-elle répondu en essayant de paraître blessée. « J'ai le droit de voir mon fils. »« Tu as abandonné ce droit quand tu as choisi le fantasme de ta fille plutôt que la réalité de ton fils. Lucas ne veut pas te voir. Maintenant, quitte ma propriété avant que j'appelle la police. » Elle est partie, mais pas avant d'avoir laissé une lettre. Walter me l'a donnée ce soir-là. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation. 3 pages expliquant comment elle avait toujours aimé ses 2 enfants équitablement. Comment elle faisait de son mieux dans des circonstances difficiles. Pas une seule excuse sincère, juste des justifications enrobées de langage victimaire. Le clou du spectacle était le dernier paragraphe, « Nous avons des difficultés financières en ce moment. Les heures supplémentaires de ton père ont été coupées et Camille peine à trouver un emploi stable. Nous pourrions vraiment avoir besoin de ton aide. Je sais que tu réussis bien dans l'immobilier. Peut-être pourrais-tu nous conseiller ou nous aider avec un prêt. La famille est de la famille. Lucas, c'est ce qu'on fait. » Voilà. La vraie raison de cet intérêt soudain pour la réconciliation. Ils avaient besoin d'argent. J'ai montré la lettre à Walter. Il l'a lue, puis me l'a rendue en secouant la tête de dégoût. Ils n'ont pas changé du tout, a-t-il dit. Toujours à utiliser les gens.
Toujours à refuser de prendre leurs responsabilités. Toujours à attendre que tu résolves leurs problèmes. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ai-je dit. Absolument rien. Walter a souri. C'est bien mon garçon. Il est décédé 3 semaines plus tard, paisiblement dans son sommeil. Il m'a tout légué. La maison, ses économies, son vieux pick-up. Le testament incluait un mot, Lucas, tu étais le petit-fils dont j'étais fier et le fils que mon propre fils n'a jamais appris à être. Utilise cette base pour construire quelque chose de beau. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. L'enterrement était simple. Moi, et quelques vieux amis de Walter. Papa, maman et Camille ne sont pas venus. Ils n'étaient pas invités. Papa avait l'air terrible. Plus vieux que jamais, les yeux vides. Il m'a approché après la cérémonie. Je suis désolé, a-t-il dit à propos de tout. Pour avoir été trop faible face à ta mère, pour avoir laissé Camille nous manipuler tous, pour ne pas avoir été le père que tu méritais. J'ai étudié son visage pendant un long moment. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Juste une sorte de pitié détachée pour cet homme qui avait gâché des années de sa vie à permettre ce dysfonctionnement. Tu ne peux pas réparer le passé, Denis, lui ai-je dit. Mais tu peux arrêter de le répéter à l'avenir. Je suis en train de divorcer, a-t-il dit soudainement. J'ai déposé les papiers la semaine dernière. J'aurais dû le faire il y a des années, mais j'ai toujours pensé que les choses s'amélioreraient. Elles ne l'ont jamais fait. Bien, ai-je dit. Peut-être que maintenant tu peux découvrir qui tu es vraiment au lieu de ce que Patricia voulait que tu sois. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous nous sommes juste hochés la tête comme des connaissances professionnelles et nous avons pris des chemins différents. Mais quelque chose avait changé. Papa faisait enfin un choix au lieu de subir. Hérité de la maison de Walter m'a donné le capital nécessaire pour développer l'entreprise. À 35 ans, je m'étais lancé dans l'immobilier commercial, petits immeubles de bureaux, commerce de proximité, même un petit complexe d'entrepôt. La clé était de traiter les locataires comme des êtres humains et non comme des sources de revenus. Je répondais aux demandes de maintenance sous 24 heures. Je chargeais des loyers juste au prix du marché plutôt que d'essayer de presser chaque euro possible. J'ai bâti une réputation de propriétaire auprès duquel les gens voulaient vraiment louer. À 37 ans, je suis marié avec Nathalie. C'est une avocate spécialisée en droit immobilier que j'ai rencontrée lors de l'acquisition d'un immeuble. Elle avait grandi dans un parc de caravanes, avait payé ses études de droit en faisant 3 jobs, et avait exactement 0 patience pour ceux qui trouvaient des excuses au lieu de progresser. Nous nous sommes tout de suite entendus. 2 personnes qui s'étaient construites à partir de rien et qui comprenaient que le succès ne consistait pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était construire quelque chose de réel qui ne pouvait pas être repris. L'année dernière, j'ai décidé d'honorer la mémoire de Walter en ouvrant un centre communautaire dans son quartier. J'ai acheté un ancien entrepôt pour 180 000 €, puis j'ai dépensé 400 000 € de plus pour le rénover. On a créé un laboratoire informatique, des salles de tutorat, une grande salle polyvalente et une cuisine commerciale. Le restaurant était l'idée de Nathalie. Elle avait remarqué que beaucoup de familles dans le quartier souffraient d'insécurité alimentaire, mais que les repas gratuits portaient une stigmatisation. Faire payer 1 € pour une assiette de nourriture permet aux gens de garder leur dignité tout en recevant de l'aide, disait-elle. Une femme brillante. Lors de la cérémonie d'inauguration, plus de 200 personnes sont venues. Papa était là avec sa nouvelle compagne. Camille est venue avec son compagnon et leur petit garçon, Owen. Elle l'avait appelé d'après le 2e prénom de Walter. J'ai regardé cette salle remplie de visages qui se souciaient vraiment de moi et j'ai réalisé quelque chose de profond, j'avais bâti tout ça. Pas juste le bâtiment, pas juste l'entreprise, pas juste la richesse. J'avais bâti une vie entourée de gens qui choisissaient d'être là. Dans mon discours, j'ai parlé de Walter et de la différence entre la famille dans laquelle on est et celle que l'on choisit. Walter m'a dit un jour que la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de prouver à soi-même qu'on a raison. La salle était silencieuse. Certains essaieront d'atténuer votre lumière parce que cela rend leur obscurité visible. Ils essaieront de vous convaincre que vous n'êtes rien. Mais quand vous refusez de vous réduire pour le confort de quelqu'un d'autre, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même. Vous montrez aux autres qu'ils peuvent aussi se choisir eux-mêmes. J'ai regardé papa, qui avait les larmes aux yeux, Camille qui tenait Owen, et Nathalie.
Walter avait choisi d'atteindre un enfant invisible. Denis avait choisi le divorce plutôt que de continuer le mensonge. Camille avait choisi le travail plutôt que la manipulation. Et moi, j'avais choisi de quitter une maison qui n'avait jamais été un foyer pour construire quelque chose de réel. C'est ce que représente cette fondation. L'idée qu'il n'est jamais trop tard pour faire un choix différent. Je suis à présent un homme accompli, non pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que j'ai construit un environnement sain autour de moi. Patricia est toujours là, quelque part, aigrie, blâmant encore tout le monde. Mais l'ironie, c'est qu'elle ne fait même plus partie de mon histoire. Elle était juste le catalyseur d'une réaction qu'elle ne pouvait pas contrôler. Finalement, être banni de mon propre anniversaire a été le plus beau cadeau qu'une famille toxique puisse me faire. Cela m'a forcé à arrêter d'attendre qu'il célèbre mon existence et à commencer à la célébrer moi-même.